Je voudrais demander à Monsieur Martin, qui préside l'association des Amis des Mystères du XXIe siècle, sont eux qui organisent ces rencontres. Et comme vous l'avez vu, pour ceux qui sont là depuis hier, de très haut niveau, Monsieur Martin, je vous demanderai de venir dire quelques mots sur l'association, parce qu'il me paraît très important de la soutenir et surtout d'y adhérer. Tout de suite, un petit correctif. L'association n'organise pas les mystères. C'est le comité scientifique qui est en charge de cette lourde responsabilité. Lors des précédents colloques, vous avez été très nombreux à souhaiter la création d'une association qui regroupe ceux et celles qui, attirés par leur qualité, veulent prolonger l'émotion de ces journées. Alors, sachez que cette association existe aujourd'hui. Elle a pris le nom d'Association des Amis des Mystères du XXIe siècle de Saint-Tropez. Ses statuts sont publiés depuis le 15 octobre 2005. Vous voyez que c'est très récent. Son siège social a été établi à la mairie de Saint-Tropez. Alors, ses buts: elle propose de maintenir une information régulière et d'approfondir le dialogue avec les personnalités scientifiques qui interviennent en multipliant les contacts entre les auditeurs que vous êtes et les conférenciers qu'ils souhaitent. Alors, sa première ambition est de diffuser à ses membres les minutes de ces rencontres méditerranéennes. Elle a également l'intention d'offrir au printemps l'opportunité d'une réflexion plus profonde sur certains sujets qui ont été évoqués lors de ces différents mystères. Elle compte également leur offrir la primeur des sujets qui seront évoqués à l'avenir. Alors, soyez les bienvenus, rejoignez cette association pour lui donner l'assise qu'elle mérite. Et vous pouvez vous adresser pour ça au bureau de l'association qui se trouve à l'entrée de cet espace délices. Vous pouvez également la contacter en contactant l'association sur son site, enfin pas sur son site, mais à son adresse email qui est tel qu'il est affiché sur les tableaux, si ce n'est que tout est en minuscule: asso-mystère21-Saint-Tropez, tout attaché avec les deux T, @wanadoo.fr. Merci. Nos participants pour Art et Culture autour du bassin méditerranéen. D'abord, je dois vous dire, j'ai demandé à M. Pernaut de rester et surtout de nous présenter, parce qu'il n'avait pas fini sa présentation, la présentation de ses superbes photos et de ses explications non moins passionnantes. Et pour encadrer Art et Culture, il va nous faire justement une illustration ou des illustrations de ce que c'est que l'art et culture du bassin méditerranéen. Alors, auront la parole ensuite Paul Balta. Je ne sais pas si on présente Paul Balta, mais on le présente. Journaliste, écrivain, un des plus grands spécialistes du monde arabe, du monde musulman et du monde de la Méditerranée. Il a été très longtemps journaliste à l'agence Associated Press et puis au Monde. Tous ceux qui lisent Le Monde le connaissent et connaissent sa signature. Et il est membre de conseil d'administration d'énormément d'associations euro-méditerranéennes et de fondations pour la culture. Et c'est surtout quelqu'un d'extrêmement lucide et qui connaît vraiment, vraiment la région. À ses côtés, Cécile Chambard-Godin, responsable de l'axe de recherche Histoire, Culture et Mode de Vie au sein d'un projet collectif d'Atlas de la Méditerranée lancé par des géographes. Cécile Chambard-Godin est ingénieure CNRS à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence. Elle aussi va nous dire des choses tout à fait passionnantes sur justement les échanges et les replis en Méditerranée. On a beaucoup parlé d'externalité et d'intériorité. Elle va nous en parler. Et enfin, Feriel Lalami Fatès, qui va nous parler de l'expression multiforme des femmes du sud de la Méditerranée. Et on sait très bien que le problème des femmes n'est pas un mince problème de ce côté-ci de la Méditerranée. Alors, nous allons commencer par Jean-François Pernaut. Jean-François Pernaut, l'art et la culture. Pour faire le lien, j'ai choisi comme première photo
la Piazza Grande de Assisi. Donc vous avez l'église de la Minerva qui est donc la colonisation par les chrétiens d'un temple. Il n'y a donc pas seulement à Rome una Minerva et una seconda Minerva à Assisi. Donc c'est là où, si vous reprenez les fresques de Giotto, il y a une des scènes qui commence la vie de François à la basilique supérieure d'Assise. Ça se passe devant la Minerva, donc ça vous permet d'avoir un bâtiment antique, le message de François, et en même temps, par derrière, vous pensez aux fresques de Giotto, donc trois choses en une seule. En changeant complètement, parce que c'est toujours pour montrer ce qu'est la réalité, mais François y est allé aussi en Égypte, c'est la citadelle du Caire. On ne peut pas penser l'État égyptien moderne, Mehmet Ali est parti dans sa réforme de l'Égypte de la citadelle du Caire. Donc c'est un lieu tout à fait intéressant au niveau de l'architecture militaire bien sûr, mais c'est politiquement et symboliquement quelque chose d'important sur cette vieille ville du Caire. En sautant dans un troisième lieu, l'Alferia à Saragossa, qui est le siège del Consejo de Aragon, donc avec le système fédéral de l'Espagne actuelle. L'Aragon s'est redoté depuis les fueros démolis par Philippe II lors de la révolte de 1580. Et on a à l'intérieur de ce qui avait été transformé en prison, en caserne, en fortification moderne, on a rebâti entièrement un palais musulman. Pour ceux qui ne peuvent pas descendre jusqu'à Grenada, à l'Alhambra, eh bien au moins qu'ils aillent à l'Alferia. Et donc les conseillers actuellement aragonais vivent comme des pachas dans un lieu, et c'est exprès que j'ai mis ces arbres avec le système d'irrigation typiquement musulmane. C'est ce qui a permis, mais là aussi, tout ça provient d'une rencontre entre les Iraniens, entre les pratiques autres, et tout ceci a été regroupé par cette civilisation, effectivement, en général des El Andalus, mais également El Norte de España, il y a la même chose qu'El Andalus. Donc, El Tribunal de las Aguas, c'est à Valencia. Donc, là aussi, quand on parle de l'Andalousie, essayons de voir l'ensemble de l'Ibérie, et pas simplement ce qui fait penser à Torremolinos et autres vacances dans le béton. Le problème des places, c'est une des questions clés qu'il faudrait presque un sujet complet d'une analyse. Et là, j'ai pris une petite ville peu connue, c'est Todi. Car en Italie, vous avez deux types de cités. La cité a deux places, une place politique, une place religieuse. Exemple de Firenze, il y a la Piazza della Signoria, il y a le Piazza del Duomo. Donc un ensemble avec le baptistère, le palais épiscopal, le palais de la canonica, des chanoines, et d'autre part le Spice. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, il faut donc ne pas oublier Florence Nightingale, la Croix-Rouge, tout ça c'est autour de Florence et autour de la Signoria. Vous avez les instances politiques. Et là aussi, cherchez pourquoi la tour du Palazzo Pubblico de Florence n'est pas au centre. C'est une petite énigme à continuer. Là, à Todi, on a les deux. Je suis à la place de l'évêque lorsqu'il sort de sa cathédrale et qu'il voit en face de lui et le Palazzo dei Priori et le Paesino del Capitano del Popolo. Donc, Pepone et Don Camillo, ce que j'ai vécu aussi en banlieue parisienne, dans certaines villes. Voilà la cathédrale vue, cette fois-ci, del Prior. Des vieux systèmes, donc là aussi, ces structures du premier et du deuxième peuple, car il y a eu des réformes, la création du second système politique en Italie pour compenser les problèmes entre les artis et donc des blocages. On crée un deuxième conseil avec le Gonfalone, avec etc. Une des villes clés, si on veut comprendre le développement urbain, c'est Lucca, qui a conservé d'abord son indépendance, la ville de la soie, la ville des banquiers, et elle a conservé entièrement ses remparts. Et surtout, comme la maladie des arbres a permis dans le bastion de Santa Croce qui se trouve en bas, c'est de faire réapparaître le Torione d'artillerie, donc du XVIe siècle, qui est l'ancêtre en fin de compte des cavaliers. Donc on a un système techniquement militaire à 3 niveaux. Ceci n'a jamais servi, donc c'est l'exemple même de la dissuasion. La preuve, c'est que Lucca ne sera intégré dans le système italien que par Napoléon pour sa sœur Elisa Buonarroti, et d'autre part ensuite dans le Grand Ducato de Toscana après 1815. Et il y a la Piazza del Mercato, c'est-à-dire utiliser les bases de l'amphithéâtre pour faire une place. Sinon, l'autre côté, j'ai fait exprès, mais il aurait fallu que si j'avais eu le temps de choisir une autre photo encore, car on est habitué
à la place de Venise. En réalité, je rappelle que le pavement actuel ne date que du XVIIIe siècle. Il y avait 2 canaux qui coupaient la Piazza San Marco. Donc c'est ce qu'on a comme vision, nous, c'est déjà un résultat tout à fait postérieur, parce que Napoléon a comblé un certain nombre de choses, a transformé, a fait disparaître l'église de San Gimignano qui était au fond pour faire l'aile Napoléon. Et donc ici, là aussi, dans notre vision française, on parle du palais des Doges. Il devrait plutôt dire le palais de la République, car le Doge n'a en fin de compte qu'un 16e de local à l'intérieur du palais. C'est en fin de compte une cité administrative complète. La première place à programme commun, c'est Vigevano, vraisemblablement de Bramante, dans les fossés du palais natal des différentes Sforza de Milan. C'est une des places peintes. Toutes les maisons sont identiques. Quand je fais un voyage en Italie, le petit déjeuner se fait toujours en arrivant de la France sous les arcades de Vigevano pour débuter l'Italie. Et puis vous avez en Toscane, le basculement en tromberie toscane, c'est Pienza, la ville de Pie II Piccolomini, avec le cardinal Geoffroy de Luxeuil. Donc là, c'est le palais épiscopal et le palais à gauche municipal. La tour qui sert en même temps d'escalier de proclamation, d'appel. Donc en bas la loggia pour les aimants ouverts, la salle du conseil pour le secreto au premier étage. Et le palais épiscopal n'est autre qu'à l'origine le palais du cardinal Borgia. On n'est pas plus proche de Piccolomini en face. Voilà le palais Piccolomini, de l'autre côté, vu donc de la loggia del Palazzo Pubblico, le Duomo et le Palazzo Piccolomini, qui est le système avec la travée rythmique, ce qu'on retrouvera dans les gratte-ciel de New York avant 14 encore, les travées. Et la cour qui est totalement une cour, une cortile à la manière de Florence. Bon, la place par excellence, il Campidoglio. La réflexion de Michelangelo, une statue, qui passe pour être la plus magnifique. Maintenant, nous savons que c'est pas Constantin, mais c'est que Marc Aurèle. Mais le piédestal 1/3 par rapport à la statue 2/3, vue sur un angle de 18 degrés, ce qui sera repris par la place des Victoires à Paris. Donc, comme on ne peut pas faire un cercle, comme pour Pienza, on prend un trapèze, mais pour vous obliger à regarder le dessin en travertin sur le sol, vous focalise, vous amène. C'est déjà de la vision subliminale avant les publicités subliminales. Ça vous focalise sur cette statue. Et ensuite, on masque le palais du sénateur dans le fond, le palais sur la droite de la photo des conservateurs. On fera le bras neuf un siècle après, et pour une fois, on respectera le projet. La fin de ces quelques photos, la Piazza del Popolo. Pourquoi? Parce que tous les pèlerins, tout le monde arrive à Rome à l'origine à cause de la malaria, non pas par la mer, mais par la voie de terre, donc de Viterbo. On arrive à la Piazza del Popolo, et c'est là, avec le système de la patte d'oie, que l'on dispatche la population. Mais c'est aussi le lieu de scandale, d'où les réactions, puisqu'il a vécu à gauche à la Madonna del Popolo. Martin Luther a considéré la ville comme étant la Babylone, n'est-ce pas, etc. Je n'insiste pas plus. Par contre, la plus belle petite place devant la chapelle du collège romain des Jésuites, la Piazza Sant'Ignazio, avec le petit palais actuellement occupé par les Carabinieri, qui est triangulaire, qui est invivable, mais le plan de la place, qui est un magnifique transposition du mur de scène des théâtres antiques, mais c'est pour chanter ou pour jouer le mariage de Figaro. La ville de Turin, qui a démoli ses remparts après l'unité italienne en 1860, a été le laboratoire, et les fameuses citadelles que j'avais évoquées ce matin avec Pietro Cataneo, donc en 1554, et réalisée en 1570 à Turin, et elle sera démolie malheureusement en 1860 au moment de l'unité italienne. Ne jamais oublier la Grèce des Vénitiens, Nauplie, avec des constructions énormes qui dominent la ville et qui sera la première capitale de la Grèce indépendante 1831. Le travail des ingénieurs de Napoléon en Illyrie, la ville de Zara, donc qui est un exemple parfait, mais également pour la marine, ça c'est pour Jean-François Coustillère, il y a des profondeurs marines
Et puis, ne jamais oublier que ce soit à Istanbul, que ce soit à Athènes, que ce soit dans les différentes villes des Balkans, un marché qui n'a jamais changé en fin de compte depuis au moins un siècle ou deux. Les rues de Plaka sont identiques à ce qu'on peut trouver dans l'ensemble du bassin de la Méditerranée. Et pour donner une petite idée, à Thessalonique, ces monuments, disons, récents, mais la vieille tour, sur une base byzantine, construction turque, tout un effort. Maintenant, c'est une ville qui est la plaque tournante, pas seulement autrefois d'Alexandre et de son père Philippe, mais maintenant du commerce avec les Bulgares, et on retrouve par la Via Ignatia toute la Méditerranée, de Douresh à Istanbul. Et ultime photo, pour faire le lien avec ce qu'on a évoqué hier, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, la nouvelle, avec eau, lumière, savoir, conservation, travail, recherche, pourvu que ça dure. Merci. Vous pouvez voir que Jean-François Pernaut est un véritable uomo di cultura, comme on dit. Paul Balta, à vous. Merci. Alors, je voudrais en introduction dire un mot d'un thème auquel je tiens et qui me paraît au cœur de notre colloque. En effet, on parle toujours des deux rives, nord et sud, le plus souvent pour les opposer. À mes yeux, il y a 6 rives, avec leurs caractéristiques respectives, leurs traditions culturelles, leurs habitudes alimentaires, et ça c'est un point essentiel, leur régime politique, mais aussi leur complémentarité, voire leur métissage. La rive est, euro-asiatique, l'ancienne Asie mineure grecque et byzantine devenue turque, à dominante musulmane, mais officiellement laïque depuis Atatürk. La rive est, asiatique, berceau des Hébreux et des Phéniciens, à dominante arabo-musulmane, avec des minorités chrétiennes, juives, et l'État d'Israël depuis 1948. La rive sud-est, africaine, qui est celle de l'Égypte, le plus vieil État-nation du monde, et le plus peuplé des États arabes, dont il est le pivot à la charnière du Mashrek et du Maghreb. La rive sud-ouest, de la Libye au Maroc et à la Mauritanie, à dominante berbère, islamisée et arabisée. La rive nord-ouest, ou arc latin, allant du Portugal à l'Italie, majoritairement catholique. La rive nord-est, celle des Balkans méditerranéens et de la Grèce, où prévaut l'orthodoxie, avec des États à majorité catholique comme la Croatie, ou musulmane comme l'Albanie et la Bosnie. Berceau des 3 grandes religions monothéistes révélées, on l'a dit, la Méditerranée est aussi un foyer de rayonnement sur notre planète. La judaïté est présente dans le monde à travers la diaspora, les rites orthodoxes incluent la Russie, la romanité et le protestantisme se prolongent jusqu'aux Amériques, l'islam s'étend de l'Afrique à l'Asie, Indonésie, Philippines, etc., et s'implante même en Europe et aux États-Unis. Aucune autre région de la planète n'a vu, autour d'un espace aussi restreint, apparaître et s'affirmer autant de peuples et de civilisations, égyptiens, hébreux, phéniciens, crétois, grecs, romains, byzantins, gaulois, ibères, berbères, slaves, arabes, turcs, européens. En outre, bien que très pauvre au départ, elle est devenue le principal berceau de la gastronomie et de l'art de vivre. À ce propos, je voudrais rappeler quelque chose. D'une façon générale, on pense que la bière est une spécialité de l'Europe du Nord et le vin de la Méditerranée. Eh bien, Jean Bottero a découvert il n'y a pas très longtemps qu'en fait, la Mésopotamie a inventé la bière en 3200 avant Jésus-Christ et donc avant le vin qu'ils ont consommé à partir de 2350. Et ce sont eux aussi, les Mésopotamiens, qui ont inventé les tavernes. En Égypte, il y a de superbes fresques où l'on voit gaver les oies
et on en a déduit d'ailleurs que ce sont les Égyptiens qui les premiers ont inventé le foie gras. Les Européens se réfèrent toujours à leur héritage gréco-romain, mais les auteurs de la Grèce classique reconnaissaient, eux, leur dette à l'égard de l'Égypte pharaonique dans plusieurs domaines, dont les multiples apports des pyramides. Je crois que cela aussi a été évoqué. On peut dire aussi que les temples grecs à échelle humaine sont les enfants des gigantesques temples de Luxor et de Karnak. La plupart de nos jeunes ignorent que les Phéniciens ont inventé au XIIe siècle avant Jésus-Christ le premier système d'écriture alphabétique. Plus extraordinaire encore, il a inspiré les alphabets hébreu, araméen, grec, latin, cyrillique, arabe. Je fais un bond dans l'histoire. Jusqu'à récemment, les Européens ont eu tendance à occulter les apports de la civilisation arabo-islamique. Au XIXe siècle, les tenants de la laïcité, dont de grands écrivains comme Ernest Renan, Auguste Comte, critiquent l'obscurantisme des religions sur un fond d'antisémitisme. Or, les Arabes sont aussi des sémites. Partageant cette façon de voir, les orientalistes de l'époque minimisent les apports originaux de la civilisation arabo-islamique et expliquent qu'elle n'a été qu'une simple courroie de transmission de la science grecque et des savoirs indiens et persans. Ce sont des spécialistes, notamment européens, dont Louis Massignon, Maxime Rodinson, Jacques Berck, des Arabes tels Tahar Hussein, et le Pakistanais Abdus Salam, 1926-1996, premier prix Nobel scientifique du monde musulman, qui rétabliront les faits dans la seconde moitié du XXe siècle. Plus récemment, Ahmed Djebbar, qui est parmi nous, a joué un rôle fondamental grâce à ses livres, notamment Une histoire de la science arabe aux éditions du Seuil, et comme commissaire de la superbe exposition de l'Institut du monde arabe, l'âge d'or des sciences arabes, que je vous invite à aller visiter et dont vous pourrez vous faire une idée grâce au catalogue qui est à la librairie. Du 8e au 15e siècle, cette civilisation a été à la pointe de la modernité. Il y a certes eu un miracle grec dans l'Antiquité, mais il y a eu aussi, et je tiens à le souligner, un miracle arabe au Moyen-Âge, celui des savants et des penseurs qui ont choisi de rédiger leurs travaux dans cette langue alors qu'ils étaient persans, berbères, andalous. Ils ont exploré tous les domaines du savoir: astronomie, mathématiques, physique, chimie, médecine, philosophie, géographie, architecture, botanique, histoire. Les Arabes chrétiens, d'abord, puis ceux convertis à l'islam, ont traduit les textes fondamentaux grecs, persans, indiens. Les conquérants arabes ont vite assimilé les techniques et les savoirs des peuples conquis avant d'innover avec eux ou tout seuls. L'Américain George Sarton, mort en 1956, est l'auteur d'une monumentale introduction à l'histoire des sciences, 3 tomes publiés entre 1927 et 1948. Il a divisé son livre en époques d'une durée d'un demi-siècle environ et a associé une figure centrale à chacune d'elles. Il fait ce constat: après les Égyptiens, les Grecs, les Alexandrins, les Romains, les Byzantins, viennent en une succession ininterrompue de 750 à 1100 Arabes et Persans musulmans. J'en cite quelques-uns: Jaber, vers 800, alchimiste arabe, connu en Occident sous le nom de Gerber; Khawarizmi, 780-850, inventeur de l'algèbre et des algorithmes; Razi, 9e siècle, médecin persan, fondateur du premier hôpital à Bagdad; Avicenne, né à Boukhara, philosophe, commentateur d'Aristote et médecin, dont les traités ont été en usage dans les universités européennes, en particulier à Montpellier, jusqu'au XVIIe siècle. Omar Khayyam, 1047-1122,
poète persan, mais aussi mathématicien, on a tendance à l'oublier. Pour sa part, Abdus Salam considère Ibn Haytham, 965-1039, comme, je cite, un des plus grands physiciens de tous les temps. Il souligne qu'il a formulé les lois de l'optique bien avant Roger Bacon, XIIIe siècle, ainsi que la loi d'inertie qui deviendra la première loi du mouvement chez Newton, 1642-1727. Je rappelle aussi que si les chiffres viennent de l'Inde, la graphie des chiffres arabes de 1 à 9 que nous utilisons vient du Maghreb, alors qu'au Proche-Orient, leur graphie est indo-persane. Ils ont été introduits dans l'Europe chrétienne par le moine Gerbert d'Aurillac lorsqu'il est devenu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II. Pourquoi lui? Parce qu'il les avait découverts au cours d'une mission secrète et un peu d'espionnage, si je peux dire, à Cordoue. Le zéro, d'origine indienne, traduit en arabe par Asifre, donne Sephirom, Zéphiro en italien, chiffre et zéro en arabe, mais il ne sera introduit qu'au XIIe siècle. La numérotation décimale représente un progrès considérable par rapport à celle des Romains qui était jusqu'alors en usage en Europe. Ainsi, CCC pour 300, XXX pour 10, 10, 10, 1, 1, 1 pour 3, s'écrit grâce aux Arabes 3, 3, 3. Les unités, les dizaines et les centaines permettent donc des calculs plus complexes et plus rapides. Ça a l'air un peu élémentaire, mais je crois qu'il est bon de rappeler cela. Et ce n'est qu'en fait à partir du XIIe siècle, souligne Sarton, que vont apparaître les premiers grands savants européens, mais ils partageront les honneurs pendant 2 siècles et demi avec les hommes de l'islam. Alors, parmi eux, Averroès, 1126-1198, philosophe andalou et commentateur d'Aristote, on l'a évoqué, Maïmonide, théologien et médecin juif, andalou, voilà, Ibn Battuta, géographe et voyageur marocain, qui vaut bien, à mon avis, Marco Polo, et il l'a précédé, Ibn Battuta 1304-1377, Marco Polo, l'a précédé 1254-1324. Ibn Khaldoun, 1332-1406, né à Tunis, ancêtre de la sociologie et historien au sens moderne du terme, alors qu'il n'y avait à l'époque que des chroniqueurs sur les différentes rives de la Méditerranée. Partis du désert, les nomades se sont enracinés et sont devenus de grands bâtisseurs de villes. Ils en ont fondé environ 200 et au début de la conquête, ils n'avaient pas d'architecte et avaient dû recourir aux Byzantins pour édifier leurs premiers monuments, notamment la mosquée d'Omar ou Dôme du Rocher à Jérusalem. Pourtant, dès le milieu du 8e siècle, les Arabes et les peuples sédentaires convertis ont élaboré un art original très caractéristique dont témoignent entre autres la grande mosquée de Damas et celle de Cordoue. L'architecture est assez dépouillée. Quant à la décoration, elle bannit en principe la représentation figurée, sauf exception, et privilégie l'abstraction, l'arabesque, la calligraphie. La civilisation arabo-islamique a contribué à transformer le paysage méditerranéen en y acclimatant des espèces apportées d'Asie, l'oranger, le pêcher, le prunier, l'abricotier, les cucurbitacées, pastèques, melons, courges, influencés par les jardins suspendus de Babylone, une des 7 merveilles du monde. Les musulmans ont introduit chez les sœurs latines la culture en terrasse et des systèmes d'irrigation et de répartition de l'eau, dont plusieurs sont toujours en usage en Espagne. Nous le savons d'autant mieux que nous avons une petite maison près d'Alicante et que nous bénéficions de cette répartition des eaux par la confrérie des eaux. De même, les Arabes, après s'être inspirés des traditions culinaires gréco-byzantines, persanes et turques, ont développé un art culinaire complexe et raffiné qui a influencé les cuisines et la diététique de la rive nord. Et je l'évoque entre autres dans mon livre « Boire et manger en Méditerranée », où il y a quelques recettes, mais j'ai voulu plus faire
une histoire de la Méditerranée à travers la nourriture et la boisson, et je crois que c'est important de rappeler cela. À ce propos, impossible d'ignorer Ziryab, 789-857, arbitre des élégances et du bon goût. Ce chanteur de Bagdad s'était installé à Cordoue. Alors qu'on mangeait dans le désordre, il a fixé l'ordonnance des repas. Entrée, plat principal, dessert. Il a remplacé le gobelet d'or ou d'argent par le verre à pied, tel que nous l'utilisons, parce qu'il met en valeur la couleur du vin. Avec lui, la tradition du banquet connaît un nouvel âge d'or. L'alimentation étant inséparable de l'art de vivre, Ziryab a inauguré la mode saisonnière. Étoffes légères de couleurs vives au printemps, vêtements blancs l'été, manteaux et toques de fourrure l'hiver. Il a ouvert un institut de beauté d'une étonnante modernité, restauré l'usage du parfum, introduit le jeu d'échecs, créé l'école de musique andalouse. Sans tous ces apports, la Renaissance européenne n'aurait pas été ce qu'elle fut. En effet, l'Europe a pris l'ascendant à partir du XVe siècle et dès lors, son apport a été considérable dans de nombreux domaines. Je cite entre autres la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lors de la Révolution française de 89, la Révolution industrielle, les découvertes technologiques et scientifiques au XIXe et XXe siècle. Je garde pour tout à l'heure la fin de mon intervention qui va être consacrée un petit peu au déclin arabe et à la situation aujourd'hui, à la suite d'ailleurs de la publication. Enfin, et je pense qu'une des choses qui met l'accent sur cela, c'est un rapport développement humain dans le monde arabe qui a été publié par l'ONU et il a été fait par une quarantaine d'analystes politiques arabes, c'est ça qui est important. Et donc, nous y reviendrons tout à l'heure. Un des livres les plus importants de ces 10 dernières années, on peut le dire, le rapport sur le développement au Moyen-Orient, enfin dans les pays arabes, passionnante étude. Merci Paul Baltard, merci de nous rappeler en tout cas cette extraordinaire créativité qu'il y a eu pendant des siècles. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Feriel Alami Fattès. Est-ce qu'on peut dire... paraphrasant Saint-Just qui disait que le bonheur est une idée neuve en Europe, que la femme est une idée neuve en Méditerranée? En fait, pas si neuve que ça, parce que la femme, je crois, est au centre de la Méditerranée, mais pas en tant que femme, en tant que mère. D'ailleurs, il y a une expression où on transforme le mot mère, M-E-R, en mère, Méditerranée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de magnifier la mère, c'est-à-dire la femme reproductrice, risque d'empêcher la femme d'exister pleinement en Méditerranée. Et en fait, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde culture, plutôt que des activités culturelles traditionnelles qui sont très importantes dans la transmission de la culture, les activités des femmes qui sont très importantes dans la transmission de la culture méditerranéenne. J'ai choisi plutôt de vous parler de ce qui se dessine pour la partie, pour reprendre l'expression de Paul Baltard, de deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire la rive occidentale, sud-occidentale, le Maghreb, et une partie du Mashrek, l'Égypte et quelques pays arabes, des pratiques culturelles qui demandent à être plus visibles et qui permettent aux femmes de sortir de ce statut de reproductrice éternelle d'une culture traditionnelle et, dans la conjoncture actuelle, du statut de victime. Alors, ça n'est pas un chemin aisé à parcourir et pour réaliser ces activités, les femmes ont à franchir une course d'obstacles. D'abord, la tradition méditerranéenne elle-même qui est basée sur le patriarcat.
Deuxièmement, pour les pays considérés, il faut bien voir que quand les musulmans conquièrent la région, ils vont s'implanter sur le substrat existant et ne vont pas le transformer fondamentalement, ils vont s'y adapter. Le troisième facteur qui va renforcer ces traits, c'est bien sûr le fait que ce sont des sociétés qui ont été colonisées et pour lesquelles la préservation de l'identité nationale va passer par le maintien des femmes dans leur statut et leur rôle traditionnel, c'est-à-dire de reproductrices de la famille dans le strict cadre de l'endogamie, ce qui implique un contrôle des femmes que je ne vais pas développer parce que Germaine Tillon l'a merveilleusement exposé dans Le Harem et les cousins et pour lesquels le mécanisme d'explication reste inégalé. Le dernier élément est lié à la conjoncture actuelle, c'est-à-dire la montée de l'islamisme dans la région et dont l'Algérie a été un tragique exemple. L'islamisme étant, comme on l'a entendu ce matin, notamment expliqué par le professeur Benchenan, une instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Et cette instrumentalisation pour la prise du pouvoir passe notamment comme prolongement de l'action nationaliste où on voulait que les femmes restent garantes de l'identité arabo-musulmane, passe par le maintien des femmes dans un statut qu'il faut bien définir comme inférieur. Mais alors me direz-vous, comment les femmes peuvent-elles accéder à des pratiques culturelles autres que traditionnelles que je vais exposer et qui sont audacieuses par rapport aux limites qui leur sont fixées, comme par exemple celle de productrices d'images, comme celle de sportives, donc mettant en jeu et en visibilité leur corps, et comme celle d'actrices de la société civile dans des rôles politiques parfois déterminants. Eh bien, c'est que, au-delà de ces obstacles, il y a des tendances lourdes qui leur permettent d'avancer, et c'est tout d'abord le développement de la scolarisation des filles. Et là, on est face à un phénomène qui a connu ces 20 dernières années une progression, là je parle sous le contrôle de Paul Balta qui va nous exposer le rapport sur le développement dans le monde arabe. Je crois qu'il y a eu une progression très importante ces 20 dernières années qui a permis une scolarisation non seulement dans le primaire mais dans le secondaire des filles, d'abord une scolarisation globale, sortir de l'analphabétisme, scolariser l'ensemble des populations, mais plus encore, on sait que l'action de scolariser les filles agit sur les transformations sociales et les modifications des rôles sociaux. Et ces chiffres atteignent dans certaines régions des résultats tout à fait surprenants. Par exemple, au Maghreb, en Algérie et au Maroc, les taux de scolarisation secondaire et primaire cumulés peuvent atteindre des taux de plus de 90%. En Égypte, c'est 88%. Par exemple, dans les établissements supérieurs, à l'université, des pays comme l'Algérie, la Tunisie, la Jordanie comprennent plus d'étudiantes que d'étudiants. On est donc face à un phénomène extrêmement important qui va induire des comportements nouveaux. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième facteur très important, c'est la baisse en général dans la région, malgré les idées reçues, du taux de fécondité. Et là, effectivement, le mythe de la mère est un peu mis à mal.
dans cette région, il y a toujours un taux de natalité important, c'est-à-dire au-delà de la reproduction de la population, puisque la moyenne est autour de 3, un peu plus de 3 enfants par femme, à des pays comme la Tunisie, qui est en dessous du taux de 2 enfants par femme. Et là aussi, les sociétés se transforment sensiblement, doucement, malgré les obstacles et les contraintes que j'ai citées précédemment, sous l'influence de ces facteurs. Et donc les femmes sont présentes dans des activités culturelles où elles ne sont pas massivement présentes, mais c'est une tendance qui se confirme de plus en plus dans des activités culturelles où on ne les attendrait pas à cause des difficultés. C'est le cas par exemple du cinéma. Je ne veux pas parler des métiers traditionnels comme monteuse, technicienne, costumière ou même actrice, mais je veux parler des réalisatrices, des cinéastes qui elles-mêmes prennent en charge l'image. L'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles, en tant que femmes, vont regarder la société, vont livrer au public leur vision du monde. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est différent de donner un récit sous la forme de conte, qui est la reproduction d'une vision codifiée de la société. C'est quelque chose de très révolutionnaire. Et par exemple, en Algérie, l'écrivaine Assia Djebar, qu'on connaît bien maintenant puisqu'elle vient d'être élue à l'Académie française, a produit dans les années 80 2 films, La Nouba des femmes du Mont Chénois en 1979 et Zerda ou les chants de l'oubli en 82, et qui sont des films par exemple, qui rappellent des films produits un peu plus tard par la Tunisienne Moufidat Tletli, Les Silences du Palais, qui sont une vision plus intériorisée, très critique et très profonde, très psychologique de la société. Mais les femmes vont encore plus loin. Certaines, notamment les libanaises ou palestiniennes, produisent des films sur des sociétés en situation de conflit, en situation de guerre. C'est-à-dire que par exemple, Jocelyne Saab a produit pendant les années de guerre civile au Liban plus de 3 films qui sont des visions aiguës de ce qui était en jeu. Mais au-delà de la vision, il faut se représenter ce que ça veut dire dans une société en guerre de circuler la caméra à l'épaule et de filmer, de donner des images d'une guerre très, très douloureuse. La Palestinienne Maï Masri aussi a produit 2 films, Sous les décombres, Les enfants du feu et d'autres films encore. Le deuxième point que je voulais aborder comme expression originale et audacieuse des femmes de cette partie de la Méditerranée, c'est le sport. Alors, le sport, c'est important parce que le sport possède une signification culturelle très marquée. Et pour cette région-là, dans la mesure où il met en scène le corps des femmes qui, traditionnellement, doit être reclus, voilé, avoir une pratique sportive, c'est une audace. Et ce que je dois dire, qui rentre dans le cadre de nos journées aujourd'hui, c'est que la participation féminine aux Jeux méditerranéens a connu un essor particulier en 1984, aussi bien pour la rive nord d'ailleurs que la rive sud, en 1984, quand ils ont été organisés en Tunisie. Et ce qu'il faut savoir encore, c'est que les femmes s'aventurent y compris dans des sports dits masculins,
Par exemple, le football. Il faut savoir qu'il y a des compétitions comme ça de football arabe féminin. Et par exemple, la capitaine de football féminin de l'équipe féminine d'Algérie, Nahima Laouadi, a été sacrée l'année dernière la meilleure joueuse africaine par la CAN. Et que les Jeux arabes de football sont organisés régulièrement comme pour les hommes. Bien sûr, ça n'a pas la même importance au niveau social, mais je pense que ça a une importance déterminante au niveau symbolique, même si ça n'a pas le succès des compétitions masculines. Enfin, le dernier point, c'est celui de l'activité politique. Alors, l'activité politique, je ne parle pas de la représentation politique ou de la participation au niveau du pouvoir exécutif. De ce point de vue-là, ces pays sont proportionnellement comme l'ensemble du monde, c'est-à-dire les femmes sont représentées de manière dérisoire par rapport à leur existence, c'est-à-dire proportionnellement à leur nombre. En revanche, on remarque que dans l'expression politique, elles sont de plus en plus présentes et à un niveau extrêmement important. Premièrement, le niveau du journalisme. Ce qu'on constate, c'est que pour les pays dont je parle, il y a une relative féminisation de la profession. Et je veux parler d'abord du premier cas de l'Algérie, parce qu'il est assez spectaculaire. Pourquoi? D'abord, aujourd'hui, y compris selon les statistiques officielles, 55% des journalistes sont des femmes. Mais le plus surprenant, c'est surtout que cette profession s'est féminisée pendant les années du terrorisme. Pendant les années 90, où être femme travailleuse était déjà un risque, mais plus encore, puisque les journalistes étaient visés en tant qu'ils étaient supposés reproduire le discours du pouvoir, être femme journaliste, c'était courir un double danger de mort. Or, c'est à ce moment-là que les femmes ont investi les rédactions. Ensuite, je voudrais citer un deuxième exemple, c'est celui de la Tunisie, où l'on voit les femmes journalistes tunisiennes, et le nom de Sihem Ben Sedrine est bien connu des défenseurs des droits humains, qui est la rédactrice en chef d'un journal en ligne qui s'appelle Kelima, La Parole, c'est tout un programme, et qui subit régulièrement les effets de la répression. Et rappelons-nous récemment les journalistes égyptiennes qui ont manifesté, c'était en juin dernier, il n'y a pas si longtemps, contre le harcèlement et qui ont été vivement molestées par la police. Le deuxième volet de cette activité, c'est la participation des femmes dans cette région au mouvement associatif. Et elles ont largement investi ce créneau parce que, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, hélas, il y a de larges pans sociaux qui sont laissés en friche par les pouvoirs en place, notamment au point de vue éducation, au point de vue santé, au point de vue activité culturelle. Et les femmes s'organisent et elles créent, elles essayent de soulager les maux les plus importants, mais elles créent aussi une dynamique qui dépasse largement les réseaux habituels de solidarité qui, je le rappelle, sont des réseaux familiaux, pour ne pas dire claniques. Ça leur permet quoi? Ça leur permet de produire de la citoyenneté au niveau de la base, et c'est-à-dire au niveau de la population, et pas seulement à des niveaux de décision qui resteraient coupés des populations, et elles mettent en pratique, parce qu'elles répondent à des besoins concrets, non seulement elles règlent en partie, bien sûr, parce que les besoins sont énormes et qu'elles ne sont pas très aidées, elles règlent en partie des problèmes sociaux, mais surtout, elles démontrent un autre type de rapports sociaux. Donc,
Je terminerai là-dessus pour dire que malgré les crises identitaires et politiques qui secouent ce groupe de pays dont j'ai parlé et qui renforcent l'injonction aux femmes de ces pays de préservation de leur personnalité, de la personnalité arabo-islamique, à partir même de leur société, elles sont actives dans les champs publics de la production culturelle les plus diversifiés. Ce matin, on a parlé de l'échec des accords de Barcelone qui a été constaté récemment en novembre 2005. Et je pense que face à la mondialisation qui ne partage pas, la fracture nord-sud est patente aujourd'hui, il y a des liens possibles qui seraient tissés par la culture, par les pratiques culturelles, qui se veulent communes, mais pas uniformes, comme ça a été dit notamment ce matin lors d'une intervention qui m'a personnellement beaucoup touchée sur le soufisme. La diversité, mais l'unité. Elles permettent donc de jeter, ces pratiques-là, permettent de jeter un pont sur cette fracture, alors que des deux côtés de la Méditerranée, on parle un même langage, liberté, justice et paix. Merci. Merci beaucoup, Feriel Alami Fatès, pour ce message clair et d'espérance. Merci. Cécile Chambard-Godin, à vous, et je crois que vous aussi, vous allez nous donner des chiffres et des faits extrêmement éclairants. La Méditerranée entre échange et repli. Oui, que j'ai rebaptisé entre héritage commun et déséquilibre. Donc, je vais faire une présentation en deux temps. Une première partie qui souhaite mettre l'accent sur ce que je considère comme un bien commun des Méditerranéens, qui s'est construit à travers des affrontements et des partages dans la très longue durée, et une seconde partie qui va constater dans la Méditerranée d'aujourd'hui une phase de déséquilibre. Donc pour commencer, l'héritage commun. Je voudrais d'abord parler du patrimoine au sens où l'UNESCO l'entend, patrimoine mondial de l'humanité. L'UNESCO a classé au plan mondial 812 sites qui sont soit des sites culturels, soit des sites naturels, soit des sites mixtes. Ces sites sont répartis dans 137 pays. Sur ces 812 sites, les sites culturels représentent 77% de l'ensemble. Les pays méditerranéens, là je précise que je les prends dans l'ensemble de leur territoire, parce que ça aurait été très difficile à l'intérieur de chaque pays de faire passer une frontière au-delà de laquelle on ne parlerait plus de la Méditerranée. Donc ces pays comptent près de 220 de ces sites, soit plus d'un site sur 4, avec une surreprésentation des sites culturels qui sont 92%. Donc on a une densité remarquable dans cette région du monde, avec une amplitude chronologique qui ne l'est pas moins, puisqu'on part de sites qui sont des sites préhistoriques jusqu'à l'époque contemporaine. Dans aucune autre région au monde, on a une telle densité de sites et une telle amplitude chronologique. Je voudrais juste signaler le cas de Jérusalem, qui est classé, la vieille ville de Jérusalem, qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité, et ces sites sont présentés par les États à l'UNESCO. Eh bien, c'est la Jordanie qui a proposé que Jérusalem soit classée au patrimoine mondial de l'humanité. Je change complètement de sujet et je voudrais parler de ce que j'appelle les mots voyageurs. Les mots voyageurs, c'est une entrée un petit peu symbolique, qui se veut comme telle, pour montrer tous les échanges qui se sont faits dans tous les sens en Méditerranée au cours des siècles. J'ai choisi quelques mots, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Ce sont des symboles. Des mots qui ont voyagé d'est en ouest, par exemple, d'abord.
Si on prend, alors je ne garantis pas les prononciations. Si on prend le mot, le sabbat en hébreu, on le retrouve sabt en arabe, sabbato en grec, soboto en slovène, sabato en italien, sabbat en français mais qui a changé de sens, et en espagnol, sabado, et en portugais la même chose. Prenons un mot persan, le diwan, qui à l'origine signifiait l'assemblée, puis le siège sur lequel on s'assemblait, puis le registre sur lequel on consignait les délibérations. On retrouve le même mot en arabe, on le retrouve en serbo-croate, divan, on le retrouve en albanais, et à partir de là, on a une scission. Le mot prend deux directions. Il a deux descendances. D'un côté avec le sens de divan et de l'autre côté avec le sens de douane. Donc en albanais on a divan et dogane, en italien divano et dogana, en français divan et douane, en espagnol divan et aduana avec l'article arabe qui s'est collé au mot, et en portugais la même chose. L'arabe kawa, bon, avec le turc, kavé, café, kafa, kavo en slovène, café en albanais, café en italien, français, espagnol, etc. L'arabe koutoun, là pour le coton, on a deux familles. On a la racine, le mot arabe, koutoun, qui en grec a donné koudonion, en italien cotone, en français coton, en espagnol algodon et en portugais algodam. Et le mot turc, qui signifie coton, pamouk, lui, s'est implanté dans les Balkans, pour des raisons évidentes. En serbo-croate, on a pamouk, et en albanais, pambuk. Pour rester dans les Balkans, un mot grec, le moine kalogéros, se retrouve en serbo-croate, kaludjer, en slovène, le même mot, et en albanais, kalogère. Maintenant, prenons des mots qui ont voyagé d'ouest en est, à l'inverse. Là, je n'en prendrai qu'un, pour aller un peu plus vite. L'italien scala, qui, côté occidental, a donné échelle, escala, escada, donc en allant vers l'ouest. On le retrouve en albanais, scale, en serbo-croate, scala, en turc, iskele, mais là il a changé de sens, il signifie le quai de gare, et en arabe, iskala, au sens d'échafaudage. Et puis, on a des mots qui sont restés dans l'Europe occidentale. Par exemple, hospitalis, le latin, qui a donné hospedale, et l'hôpital en italien, hôpital en français, hospital, hospital, et en albanais, spital. Une curiosité, pour finir ces mots voyageurs, le terme cravate que l'on retrouve à peu près dans toutes les langues, avec quelques variantes, il signifie tout bêtement croate. Et la cravate, c'était le foulard que portaient les soldats croates. Et ils ont laissé ce mot dans pratiquement tout le bassin méditerranéen. Il est difficile de parler des langues sans parler aussi de l'anglais, qui est devenu une langue méditerranéenne dès le XIXe siècle, puisque Malte a l'anglais comme langue officielle, et qui actuellement remplace un peu ce qu'a été la lingua franca, qui permettait, on en a parlé ce matin, qui permettait aux marchands qui naviguaient en Méditerranée de se comprendre, et qui était une sorte de sabir mélangeant un petit peu de toutes les langues, et qui est la langue que Molière a utilisée avec beaucoup de drôlerie dans le bourgeois gentilhomme pour la cérémonie parodique du Mamamouchi. Et on sait, j'ai oublié le nom, mais on sait qui a enseigné la lingua franca à Molière, qui avait fait les choses donc très sérieusement. Autre chose qui ont voyagé, Paul Balta en a parlé, ce sont les légumes. Dès le 2e millénaire, les Phéniciens diffusaient l'olivier et la vigne. Les Carthaginois ont pris le relais entre le 9e et le 2e siècle en Afrique du Nord, en Italie du Sud et en Espagne. Et ils y ont ajouté le figuier, l'amandier, le blé, l'orge, l'avoine, les premiers agrumes, des épices. Et ils ont aussi introduit l'élevage de la chèvre et du mouton.
Les Romains, eux, voulaient nourrir leur immense empire. Donc partout où c'était possible, ils ont favorisé à très grande échelle la vigne et le blé. Mais c'est eux aussi qui ont rapporté du fond de la Méditerranée les petits pois, les haricots, les lentilles, les pois chiches et des légumes verts. Les Arabes et leur irrigation, à partir du 8e siècle, ont diffusé encore plus les agrumes et des fruits qui venaient souvent de l'Inde ou de l'Asie, comme la pêche ou l'abricot, des légumes comme l'aubergine ou les épinards, d'ailleurs le terme aubergine vient du persan, et le café qui est arrivé par les Arabes, d'abord à Venise, assez tardivement, au XVIIe siècle. Je vous rappelle que vous avez aussi à parler de ce qui ne va pas, donc on est en deux parties. Merci. J'ai bientôt fini là. Les croisés ont rapporté le riz et quelque chose qui est assez surprenant, la canne à sucre. On a cultivé la canne à sucre en Méditerranée, à Chypre et à Malte notamment. Marco Polo a rapporté les pâtes. C'est emblématique des Italiens, mais les pâtes viennent de Chine. Et ce tour d'horizon de l'alimentation méditerranéenne serait incomplet si on ne regardait pas du côté de l'Ouest, avec la découverte des Amériques, qui a rapporté le maïs, la pomme de terre, la tomate, le chocolat. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la tomate, par exemple, qui est tellement emblématique de la cuisine italienne, ne s'est vraiment popularisée et diffusée très largement en Italie que dans le courant du XIXe siècle. Donc à l'arrivée, on a ce fameux régime méditerranéen dont on nous parle beaucoup, qui est caractérisé par une association de céréales et de légumineuses. Ça peut paraître bizarre de rajouter des pois chiches dans le couscous ou de faire, comme en Italie, des pasta fagioli, c'est-à-dire des pâtes avec des haricots en grains. Et les scientifiques nous expliquent maintenant que c'est une association diététiquement tout à fait ingénieuse, puisque les légumineuses rajoutent des protéines qu'il n'y avait pas dans les céréales. Et on trouve partout autour de la Méditerranée, sous forme de bouillie, de maïs, de la polenta, de bouillie de châtaigne, de purée de pois chiches, selon les régions, une forte consommation de fruits, du lait consommé en général sous forme fermentée, une forte consommation de poissons, et tout autour de la Méditerranée, des boissons à l'anis, arak, raki, ouzo, sambuca, pastis, anisette, tout ce que vous voulez. Ce régime méditerranéen, dont il faut bien dire qu'aujourd'hui il tend à être un petit peu dénaturé par d'autres habitudes alimentaires qui viennent plutôt du Nord, il n'est quand même pas identique sur tout le pourtour de la Méditerranée. Au nord de la Méditerranée, on a toujours consommé un petit peu plus de viande que dans les autres régions, mais moins qu'en Europe du Nord. En Méditerranée orientale, plus de fruits et de légumes. Dans le sud, plus de céréales et de légumes. Et les Balkans, c'est un peu un entre-deux, avec plus de viande qu'au sud, mais plus de céréales et de légumes qu'au nord. J'arrive à la deuxième partie. Je vais parler uniquement de la production culturelle limitée aux livres et aux traductions. À partir des statistiques de l'UNESCO et du rapport arabe sur le développement humain, que vous détaillerez tout à l'heure, on a une vue assez précise des déséquilibres dans ce secteur. C'est impossible d'entrer dans le détail des statistiques par pays. Le français et l'espagnol, qui sont des langues internationales, ont bien sûr une place privilégiée à part. En moyenne annuelle, pour la période 95-99, l'Espagne a publié plus de 51 000 titres, la France plus de 35 000 et l'Italie à peine en deçà avec un peu moins de 34 000. Qu'est-ce qu'on peut dire de la production de titres en arabe? Alors les Arabes, tout pays confondu et pas uniquement les pays méditerranéens dont nous parlons au cours de ce colloque, représentent 5% de la population mondiale et ils produisent seulement 1% des livres dans le monde. Sur ces livres, 17% sont des ouvrages religieux, alors qu'en moyenne mondiale, on n'a que 5% de livres religieux. La production de livres de la Turquie seule, avec une population qui est le quart de celle des pays arabes, est très nettement supérieure. Ce déficit touche particulièrement tout ce qui a trait à la production du savoir, alors que la création littéraire est assez riche.
Mais il y a des freins à cette production, malgré les progrès de l'alphabétisme et de la scolarisation qui viennent d'être soulignés. Le lectorat potentiel est encore plus étroit que dans les pays du nord de la Méditerranée. Il y a de multiples formes de censure et le statut de la langue arabe elle-même par rapport aux parlers régionaux de chaque pays est un frein au développement de ce secteur. Pour ce qui est des traductions, au plan mondial, la langue la plus traduite, ce n'est pas une surprise, c'est l'anglais, devant le français et l'allemand. L'arabe arrive en 18e position. La langue dans laquelle on traduit le plus, c'est l'allemand, devant l'espagnol et le français. Et dans ce classement, l'arabe descend à la 30e place. Il y a 5 fois plus de livres traduits tous les ans en grec qu'en arabe. Au cours du dernier millénaire, 10 000 ouvrages ont été traduits vers l'arabe, autant que ce qui est traduit tous les ans en espagnol. Bon, ces chiffres, on ne doit pas les prendre dans l'absolu en ce qui concerne l'accès au savoir par les Arabes, parce que très souvent, ils lisent une autre langue que leur propre langue. C'est évidemment un héritage de la colonisation. Mais il montre quand même qu'il y a un problème posé de l'appropriation de la modernité, du savoir, notamment scientifique, par la culture arabe. Lié aux héritages coloniaux, on l'a vu, mais sans doute pas uniquement, lié aussi à un problème de repositionnement à la fois des politiques et des religieux par rapport aux enjeux de savoir et de liberté d'expression dans leur propre pays. Pour terminer, je voudrais parler des flux d'étudiants. Ce sont des chiffres, les derniers que nous ayons, 2000-2001, en précisant d'abord que les étudiants d'enseignement supérieur qui vont faire des études à l'étranger représentent moins de 2% des inscrits dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est quand même relativement peu. Au plan mondial, 3 pays accueillent plus de la moitié de ces étudiants. Les États-Unis se taillent la part du lion avec 30%, viennent ensuite le Royaume-Uni et l'Allemagne avec chacun 11%, puis la France et l'Australie entre 7 et 8% d'étudiants étrangers. Qui accueille les étudiants méditerranéens? La France, en chiffres absolus, est le pays qui en accueille le plus. Elle en accueille plus de 65 000. Ce sont essentiellement, et sans surprise, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, mais aussi des Espagnols, des Italiens et des Portugais. Mais ces étudiants méditerranéens ne représentent que 44% du total des étudiants étrangers qui viennent en France. C'est l'Italie qui proportionnellement reçoit le plus d'étudiants méditerranéens, puisque sur près de 30 000 étudiants étrangers reçus en Méditerranée, il y en a 57% qui viennent de pays méditerranéens. Et là, on trouve essentiellement des Grecs, des Albanais et des Croates. Donc des logiques de proximité et également d'héritage, sinon de colonies, mais de liens quand même très proches. L'Espagne vient ensuite avec 38% d'étudiants méditerranéens sur près de 40 000, qui sont des Italiens, des Français, des Marocains et des Portugais. Et la Turquie reçoit 36% d'étudiants méditerranéens sur les près de 17 000 étudiants étrangers qu'elle reçoit, et ce sont des Chypriotes, des Grecs ou des Albanais. Et la Turquie reçoit beaucoup d'étudiants d'Asie centrale. Maintenant, si on prend dans l'autre sens, où vont les étudiants méditerranéens quand ils vont ailleurs que chez eux? Alors là, j'ai fait 5 catégories. Ceux qui envoient moins de 1% de leurs étudiants dans un pays méditerranéen. Et là, on trouve les Turcs et les Israéliens. Pour les Israéliens, il y a un mystère que je n'ai pas élucidé.
l'UNESCO prétend que la plupart vont en Lettonie. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer cela, je serais très contente. Je n'ai pas eu de réponse de l'UNESCO. Ensuite, entre 10 et 15% d'étudiants qui vont étudier en Méditerranée, on trouve les Français, les Jordaniens, les Libyens, les Serbes, les Égyptiens, les Espagnols et les Maltais. Croates, Slovènes, Italiens et Grecs restent en Méditerranée entre 17 et 22%. Entre 29 et 52%, Chypriotes, Syriens, Bosniaques, Portugais, Libanais et Palestiniens. Et enfin, au-dessus de 60%, on trouve Marocains, dans l'ordre d'ailleurs, Albanais, Marocains, Tunisiens, Algériens. Donc, si l'on accepte ces derniers pays avec des héritages de la colonisation évidents, on constate que les étudiants méditerranéens ne se distinguent pas nettement des flux dominants mondiaux. Ils vont étudier comme tous les autres aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. Merci. Juste une conclusion, si vous permettez. J'ai envie de dire que ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un héritage commun s'est constitué sur des siècles à travers une histoire qui a été marquée par des conflits, des conquêtes, de très grands empires, mais aussi des échanges, on l'a vu, marchands, culturels et scientifiques constants. Et ce que j'espère, c'est la phase actuelle de conflit, de profond déséquilibre que nous vivons, s'inscrit dans cette longue histoire. Et si l'on veut être optimiste, on peut espérer qu'on finira par aboutir à une sorte de mosaïque. C'est pas un terme négatif, je trouve qu'une mosaïque c'est un beau symbole, de mosaïque qui sera apaisée et pas d'un melting pot où tout le monde serait moulé dans le même moule. J'aime assez cette image de mosaïque qui renvoie à la fois à la diversité des cultures et en même temps à l'acceptation de l'autre. Merci. Merci Cécile Chambard-Godin. Alors peut-être je voudrais demander à Paul Balta de reprendre par rapport à aujourd'hui justement et par rapport au rapport de l'ONU dont on a beaucoup parlé. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la situation aujourd'hui? Je pense que vous pouvez peut-être finir sur ce que vous avez commencé. Bon, d'accord. Alors en fait, oui, donc j'avais dit qu'il y avait le déclin arabe qui avait commencé avant le XVe siècle, même s'il y a eu aussi les avancées. Et ça va aller, il va y avoir un coup d'arrêt avec la Nahda en Égypte, la Renaissance, sous le choc à la fois de la Révolution française, de l'expédition de Bonaparte, mais pas l'aspect militaire, mais parce qu'il avait emmené plus de 160 savants qui ont fait un travail considérable. Et donc il va y avoir cette renaissance sur plusieurs plans. Malheureusement, la colonisation britannique à partir de 1882 va lui donner en quelque sorte un coup d'arrêt. Alors j'en viens au rapport du PNUD. Développement humain dans le monde arabe. Alors, donc publié par le Programme des Nations Unies pour le développement et rédigé, comme je l'ai dit, par une quarantaine d'analystes politiques et d'intellectuels arabes, ce qui est important. En 2002, je crois. Alors, je vais vous dire. Alors, il comporte 4 parties. La première, en 2002, dressait un bilan général et identifiait 3 problèmes majeurs. Le savoir, la liberté, le statut des femmes. Le rapport 2003 s'intitulait « Construction d'une société du savoir ». Et donc, ils font à la fois la critique et à plusieurs moments disent il faudrait quand même que ce monde arabe renoue avec son âge d'or. Donc, vous voyez, ce qu'on a dit depuis le début de cette réunion correspond à une réalité. Le rapport 2003 s'intitulait, oui, comme je l'ai dit, Construction d'une société du savoir. Celui de 2004, publié en avril 2005, portait sur le développement humain. Et le rapport 2005, consacré à la question féminine, devrait être publié en 2006. Alors, je donne quelques points. C'est un énorme rapport, mais par exemple, il note qu'il y a en moyenne 50% de femmes analphabètes et 30% d'hommes. Alors,
paradoxe, et on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a de plus en plus, dans plusieurs universités, plus de 50% de filles, et parfois même plus de 55%. En plus, elles ont de meilleurs résultats que les garçons. Alors, c'est quand même important. Alors, concernant la recherche fondamentale, le rapport du PNUD souligne que dans le monde arabe, les budgets recherche et développement ne dépassent pas 0,4% du PNB contre 2,35% en Israël et 2,9% au Japon. Enfin, je prends ces deux chiffres, il y a aussi l'Europe, etc. De même, la recherche souffre, je cite, d'un faible soutien institutionnel et d'un environnement social non favorable à la promotion de la science. Fermez les guillemets, de sorte que seuls 371 chercheurs et ingénieurs sont en poste pour 1 million de citoyens, alors que la moyenne mondiale est de 979. Le rapport insiste aussi sur le besoin d'indépendance des chercheurs et de la fonction de recherche vis-à-vis des autorités politiques et religieuses qui contribuent, je cite, à créer une ambiance malsaine et suffocante. Et cette situation, le faible niveau des salaires et l'absence de structures idoines encouragent la fuite des cerveaux. Et à nouveau, je cite, qui est une véritable hémorragie. Et à titre d'exemple, le rapport précise qu'entre 1998 et 2000, 15 000 médecins arabes ont émigré vers les pays occidentaux, ce qui représente une aide au développement inversée, puisque ce sont les États arabes qui ont financé en grande partie leur formation. Autre constat, reflétant un profond malaise, 51% des 18-25 ans souhaitent émigrer, car ils estiment ne pas avoir d'avenir dans leur pays. En outre, alors qu'en Corée du Sud, sur 5 étudiants, il y en a un en sciences, on en trouve à peine 1 sur 20 dans le monde arabe. Les livres, on en a parlé, et là aussi, bien, je reprends, parce que le chiffre est frappant, la Grèce, 11 millions d'habitants, traduit 5 fois plus d'ouvrages, on l'a dit, que les 284 millions d'habitants des 22 pays de la Ligue arabe. C'est quand même consternant. Enfin, alors que nous sommes entrés dans l'ère de l'Internet, on enregistre dans le monde, en moyenne, 78,3 ordinateurs pour 1000 personnes. Ce rapport n'est que de 18 pour 1000 dans les 22 pays de la Ligue arabe, où seul 1,6% de la population a accès à Internet. Alors, je conclurai sur la déclaration de Barcelone de 1995 en rappelant qu'elle a proposé un partenariat afin de créer en Méditerranée une zone de paix, de stabilité, de sécurité et de prospérité partagée. Bon, c'est quand même, ce sont là toute une série d'idées neuves, et elle a mis en œuvre le partenariat euro-méditerranéen qui avait suscité d'immenses espoirs sur les rives de la Méditerranée, et en fait, en particulier au sud et à l'est, parce que normalement, on aurait dû aider ces populations à surmonter leur retard. Malheureusement, les lourdeurs bureaucratiques de la Commission, l'élaboration de l'euro et sa mise en place définitive en 2002, la préparation de l'élargissement à 25 et sa réalisation en 2004, plus bien d'autres problèmes ont contribué à reléguer la Méditerranée et le partenariat au second plan. On espérait que le sommet de Barcelone 10 donnerait un second souffle. En fait, on l'a dit, c'est un échec. Il y a des propositions, mais enfin, elles sont quand même très décevantes. Et cela étant, ayant dit cela, je répète, la déclaration de Barcelone demeure par ses objectifs, comme je l'avais dit en 1995, l'acte fondateur de la Méditerranée du XXIe siècle, parce que les objectifs de la déclaration sont vraiment importants. Et il faut nous efforcer
de la mettre en œuvre. Et alors, pour terminer, je formulerai un vœu que j'aime bien reprendre, que j'avais utilisé dans la Méditerranée réinventée en 92, c'est que Ulysse et Sinbad, les deux grands marins qui parlent à nos imaginaires, apprennent enfin à naviguer ensemble pour que Mare Nostrum devienne Mater Nostra. Merci. Merci Paul Balta. Ça me paraît une bonne conclusion à notre colloque, pessimiste mais lucide. Y a-t-il, avant de clore, y a-t-il des interventions? Non. Eh bien, écoutez, oui. Monsieur de Beaulieu, en tant qu'universitaire, il faut quand même signaler qu'en ce moment se pose un problème national concernant l'accueil des étudiants étrangers. Alors, il est évident qu'un contrôle de faux étudiants est peut-être... Mais il est comme enseignant des universités marseillaises qui ont une tradition d'accueil de collègues du pourtour de la Méditerranée. Il me paraît que la France a vocation à accueillir davantage d'étudiants du pourtour de la Méditerranée. Et s'il y a des élus parmi nous, je crois qu'il serait bon de leur transmettre ce message. Nous autres universitaires, nous sommes prêts à accueillir des étudiants et les conditions ne sont pas toujours si faciles pour leur trouver les moyens de venir. Merci. Autre, oui, monsieur. Éric Fournier du cabinet du ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Les quelques remarques de cette extraordinairement intéressante session m'amènent à réagir. Tout d'abord, je voulais signaler, pour répondre à l'une des interrogations de Paul Balta, que l'échec, ce qu'il est convenu d'appeler l'échec de Barcelone, s'explique aussi en partie par deux événements qui ont eu lieu depuis 1995 et pas des moindres. Le premier, c'est le 11 septembre 2001 et le deuxième, c'est la continuation du problème irakien qui ont évidemment complètement mobilisé les chancelleries sur d'autres priorités, malheureusement, qui étaient la lutte contre le terrorisme, et cela dure encore. L'autre réaction que je voulais avoir, c'était par rapport à la notion d'attractivité des territoires. On a entendu beaucoup de chiffres sur les mouvements d'étudiants, 1%, 2%, etc. C'est vrai que nous avons un vrai problème aujourd'hui d'accueil des étudiants du pourtour méditerranéen en France en particulier. Alors, il y a toutes sortes de stratégies qui sont mises en place, ce qu'on appellera bientôt la stratégie pour la Méditerranée pour donner suite au processus de Barcelone du point de vue français, et puis un système nouveau qui se met en place pour mieux prendre en compte les demandes des étudiants. Ça s'appelle les CEF, les centres pour les études en France. Ce projet se met en place pour justement faciliter les mouvements des étudiants, leur éviter des files d'attente dans les services culturels, puis dans les consulats, puis ensuite aux aéroports. On essaye d'intégrer toutes ces fonctions dans un seul lieu pour permettre aux étudiants d'arriver en France directement à l'université sans avoir à se préoccuper d'une carte de séjour, en plus du cauchemar qu'ils ont dû subir avant d'arriver chez nous. Donc il y a effectivement des solutions qui sont en train d'être mises en place, mais vous avez raison, c'est probablement le problème le plus important si on veut rapprocher les deux côtés de la Méditerranée. Voilà, c'est des petites précisions qui me paraissent importantes. Merci Monsieur Fournier, ces précisions utiles, effectivement, parce qu'une nation qui n'est plus une nation d'accueil d'étudiants, c'est un vrai problème. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, monsieur. Dernièrement, le président iranien, le tout nouveau président iranien, hier ou avant-hier, a fait une déclaration visant à nier le phénomène de la Shoah, en allant jusqu'à dire qu'Israël devrait être transporté en Allemagne ou en Autriche. Alors comment interprétez-vous, puisque c'est un pays méditerranéen, Israël, je parle, comment interprétez-vous le silence pesant, mis à part la France et l'Allemagne, devant cette réaction? Monsieur Fournier, qui représente le ministère des Affaires étrangères.
réagir sur ces propos, puisque je rappellerai simplement les propos du ministre des Affaires étrangères lors de la première déclaration du président iranien qui appelait à la destruction d'Israël. Il a dit de façon très claire dans l'après-midi même où ces propos ont été tenus qu'ils étaient absolument inacceptables, et je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. La question, si vous voulez, qu'on se pose par rapport aux propos du président iranien, c'est dans quelle mesure il reflète vraiment, je dirais pas l'opinion, parce que je crois que l'opinion iranienne n'est pas du tout derrière lui, mais est-ce qu'il représente vraiment la classe politique iranienne ou un élément incontrôlable dans le jeu complexe de la monarchie? Sur les propos, il est évident qu'ils ont déjà été condamnés, il n'y a aucun doute. Je me suis mal fait comprendre. Je dis, comment interprétez-vous, non pas le silence des Français et des Allemands, puisque ce sont les seuls à avoir répondu très clairement, comment interprétez-vous le silence, à mon avis pesant, des autres pays méditerranéens, et en particulier des pays arabes de Méditerranée? Qui veut répondre? Personne. Écoutez, qu'il y ait évidemment un problème là-dessus, on le sait très très bien. Je vais le dire en quelques mots. Si vous voulez dire qu'il y a des pays ou des opinions qui veulent que tel ou tel pays soit rayé de la carte, et notamment Israël, il y a des tendances que je pense profondément minoritaires qui veulent cela. C'est pas nouveau. Ça existe depuis qu'Israël existe, pour ne parler que de cela. Maintenant, je pense que ces pays, y compris Israël, a les moyens de se défendre. Je vous rappellerai que quand aux Irak, et le réacteur nucléaire aux Irak a été fait en Irak, il y a eu un certain raid en 81. L'Iran ou autres manifestent des intentions beaucoup plus belliqueuses que ça. Je pense qu'il y aura également réponse. Je ne suis pas dans la tête des organismes de défense, mais vous savez, c'est toujours une question de rapport de force. À la fin, la réelle politique, malheureusement, joue aussi un rôle, au moins autant que les idées. Voilà. Mais que le problème existe, c'est évident qu'il existe. Eh bien, oui, Paul Balta. Est-ce que pour terminer, je peux vous raconter une anecdote sur Kadhafi et les femmes? Allez, une nocate. Bien, mais elle est réelle. Si vous voulez, j'ai interviewé plusieurs fois Kadhafi, et au début, il avait une position très classique sur les femmes. Et alors, il avait dit à Sadat, écoute, quand je viens, j'en ai assez d'être en visite officielle, j'aimerais bien rencontrer le peuple. Alors Sadat lui dit, bien, je peux te mettre à la place Tahrir, à la place centrale. Il lui dit, non, quand même. Il lui dit, bien, je te propose de rencontrer des organisations, par exemple l'Union des femmes, etc. Ah, très bonne idée, lui dit Kadhafi. Et il rencontre l'Union des femmes. Et alors, bon, débat, et les Égyptiennes lui disent, bien, alors comment tu vois les choses? Et les femmes peuvent... Bon, voilà la politique. Ah, dit Kadhafi, les femmes ne peuvent pas faire de politique. Pourquoi? Ben, elles n'ont pas le cerveau pour. Alors, les Égyptiennes l'ont ramassé avec leur humour extraordinaire. Elles lui disent, ah bon? Et alors, qu'est-ce que tu fais de nos grandes pharaones, dont Hatshepsut, qui a régné 20 ans et qui a donné un élan formidable à l'Égypte pendant ces 20 ans, fait des constructions. Ah, dit Kadhafi qui bat en retraite, non, non, moi, vous comprenez, ça c'est l'Antiquité, moi c'est l'islam. Ah, l'islam, mon vieux, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais de nos grandes sultanes comme Shajarat d'Or et d'autres? Ah oui, oui, non, mais moi c'est l'islam contemporain. Ça c'est le Moyen-Âge. Ah, l'islam contemporain, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais de Hoda Sha'arawi? C'est qui ça, Hoda Sha'arawi? Hoda Sha'arawi, mais c'est une femme qui était nationaliste, qui a lutté contre les Anglais et qui était une grande féministe. Elle a réuni sur la place publique plus de 50 000 femmes qui ont arraché le voile en public. Et c'est elle qui a rédigé avec un groupe de femmes le premier statut des femmes en 1938. Et du coup, le pauvre Kadhafi, bon, et alors quand je lui ai dit, oui, parce qu'il venait de me dire, Paul, il faut visiter l'académie militaire, il faut, bon, des femmes, et je l'ai d'ailleurs visité, et c'est là que je lui dis, mais il y a eu bien des changements. Et alors il me dit, pourquoi tu dis ça? Et je lui raconte cette anecdote, et il me dit, ah mais comment tu sais? Et il n'y avait pas d'homme dans la salle. Je lui dis, bon, mais je fais mon métier de journaliste, j'ai recoupé, c'est vrai ou faux? Si, si, me dit-il, mais alors est-ce que c'est honteux de tirer les leçons de l'histoire? Voilà, et nous tirons les leçons de l'histoire ici aussi. Merci.
Et à tout à l'heure, dans un quart d'heure, Sciences et techniques en Méditerranée avec Ahmed Djebar, Bernard Met et Denis Gage. Merci et à tout de suite.